Chers interlocuteurs, bonjour. Me voilà avec vous aujourd'hui pour vous présenter une des séances de la matière de Management 2, s'adressant toujours au groupe 6, inscrit en licence fondamentale en sciences économiques et gestion. Les différents points traités dans les séances précédentes nous ont permis de comprendre en grande partie les principes de la matière de Management 2, qui consiste à comprendre le développement des théories dans le domaine des organisations. Au tournant du XIXe siècle, les sociétés modernes connaissaient une triple mutation. Premièrement, une mutation technologique par la mécanisation du travail et production standardisée. Une deuxième mutation sociale par l'exode rural et développement de la consommation de masse. Et troisièmement, une mutation organisationnelle par l'émergence d'un modèle de la grande entreprise avec une séparation du capital détenu par les actionnaires et du pouvoir détenu par les dirigeants. L'approche classique naît sous la plume d'industriels et d'ingénieurs tels que Taylor, Ford, Fayol, et aussi de sociologues tels que Weber, qui cherchent à appliquer la rationalité économique et les idées développées par les économistes de ce siècle aux organisations. Les théoriciens de cette école souhaitent proposer une démarche universelle de management des entreprises fondée sur des principes scientifiques. Ils sont à la recherche de la meilleure façon de gérer les organisations. Nous avons traité durant les dernières séances les théories classiques à travers l'école classique et aussi l'école des relations humaines. Aujourd'hui, nous allons commencer par analyser l'école néoclassique. Comme le veut la tradition du cours, au début de chaque séance, nous adoptons des fiches de révision des séances précédentes. Cette méthode est principalement utilisée afin de permettre aux étudiants de mémoriser et d'apprendre plus vite les notions étudiées. L'école classique est parmi les principaux précurseurs de la théorie des organisations. Apparaissent le français Fayol, l'américain Taylor et l'allemand Weber. Tous les trois sont considérés comme les fondateurs de ce qu'on a coutume d'appeler l'école classique du management. Et leurs idées ont été et sont largement mises en place ou mises en pratique dans les organisations. Taylor s'est davantage pensé sur l'organisation des ateliers de production. Il a donné son nom au Taylorisme ou organisation scientifique du travail. L'OST, selon Taylor, supporte une division des tâches permettant une maîtrise du temps, une maîtrise des méthodes de travail, ainsi qu'une prescription des tâches de chaque ouvrier. Par prescription, on entend la spécialisation des tâches par rapport aux ouvriers. Fayol, quant à lui, s'est principalement intéressé aux problèmes de direction de l'entreprise et a jeté les bases de la théorie administrative. Dans les entreprises, Fayol distingue ainsi 6 fonctions: la fonction technique, qui est la production, la fonction commerciale, qui est l'achat et la vente, la fonction financière, c'est le fait de s'assurer de la disponibilité des capitaux, la fonction de sécurité, qui est la protection contre l'incendie et vol et grève, et la fonction comptable, situation économique de l'entreprise, et finalement, pour finir avec la fonction administrative, appelée maintenant le management. La coordination du travail repose pour Fayol sur les principes d'autorité, de discipline, d'unité de commandement, de centralisation et de respect de la hiérarchie. Enfin, Weber prône pour une organisation bureaucratique de l'entreprise qui est, selon lui, l'assurance de l'efficacité organisationnelle. En tant que forme d'organisation du travail, la bureaucratie weberienne désigne une administration publique dont l'action est encadrée par le droit. Les agents, les fonctionnaires sont recrutés par examen ou concours, accomplissant une carrière, doivent obéir à leurs supérieurs hiérarchiques et travaillant ainsi dans un secteur spécialisé. On passe maintenant à un petit rappel des grandes idées des différents théoriciens de l'école des relations humaines. Pour commencer, on va voir les travaux sur la motivation et on va continuer par les travaux sur la conduite des groupes. Pour ce qui est des travaux sur la motivation étudiés par Maslow et Hirschberg, on a Maslow qui a étudié les 5 besoins des individus. Ils sont représentés en 2 groupes de besoins, primaires et besoins secondaires. Ainsi, pour lui, les 5 besoins sont, premièrement, les besoins psychologiques, les besoins de sécurité, les besoins d'appartenance, quatrièmement, les besoins d'estime et finalement, les besoins de réalisation. Hirschberg, quant à lui, a étudié des sources de motivation qui a fait une distinction entre facteurs d'hygiène et facteurs valorisants. Au fond, Hirschberg considère qu'il existe 2 types de besoins. Le besoin psychologique d'éviter la souffrance, c'est le bas de la pyramide de Maslow, et le besoin psychologique de le réaliser, qui est le haut de la pyramide de Maslow. Les facteurs motivants sont ceux qui agissent sur le besoin d'accomplissement et donc sur la satisfaction. C'est pour cette raison qu'on les appelle les facteurs valorisants ou de contenu. Pour ce qui est des travaux sur la conduite des groupes,
On commence par les travaux de Kurt Lewin qui montrent la supériorité du management participatif sur le management directif puisqu'il permet de rendre les individus plus satisfaits en les impliquant dans un processus de décision collectif. Il s'agit de dialoguer, de négocier, de résoudre collectivement les problèmes, de décider en commun des solutions et de leur mise en œuvre qui est en elle-même une source de motivation. Les études de Argyris montrent qu'il faut rompre avec la structure pyramidale pour construire une organisation saine qui libère l'énergie des individus à l'organisation hiérarchique et verticale. Il préfère l'organisation transversale et horizontale. L'organisation pyramidale multiplie les niveaux hiérarchiques en multipliant les contrôles. La communication est descendante du sommet vers la base. L'organisation organisationnelle réduit la hiérarchie, structure plate. La communication est descendante, ascendante ou horizontale entre les départements ou équipes pointillées. McGregor, quant à lui, montre que le style de management le plus fréquent est le style autoritaire et hiérarchique, représenté par la théorie X. Le manager qui l'adopte considère les subordonnés comme des individus qui en général n'aiment pas le travail et cherchent à l'éviter. Il pense donc qu'il faut les contrôler, les surveiller et les contraindre par des sanctions, et que les individus acceptent ce mode de fonctionnement par manque d'ambition et refus des responsabilités. Autrement dit, si les individus sont paresseux et sans initiative, il faut l'imputer aux managers qui agissent selon la théorie X. Il propose d'adopter une autre théorie qu'il estime tout aussi valable, la théorie Y, selon laquelle les individus aiment le travail et sont prêts à s'impliquer, à faire des efforts, à apprendre. Ils sont aussi capables de s'autocontrôler. Cette théorie induit un management participatif, laissant l'initiative et la responsabilité aux individus, conduisant à leur satisfaction et à la réalisation de leurs aspirants, tout comme l'accomplissement des objectifs de l'organisation. Likert, quant à lui, a cherché à relier performance de l'entreprise et style de management. Il aboutit à une typologie des styles de management. On a 4 types: style autoritaire exploiteur, style autoritaire paternaliste et style consultatif, et finalement le style participatif par groupe. Il constate que le style participatif est le plus efficace. L'approche classique suit le développement d'une vision très mécaniste de l'entreprise, perçue comme une machine qui reproduit les mêmes mécanismes, sans évoluer et sans tenir compte des hommes qui la composent, ni de son environnement. L'école des relations humaines à son tour, elle a permis d'orienter des psychologues et des sociologues industriels dans les années 1930 à promouvoir une meilleure prise en compte de l'individu, de ses besoins et de ses relations sociales au sein des groupes. L'école néoclassique prend naissance dans les années 1920 aux États-Unis, à la recherche de principes de gestion destinés à améliorer la performance des entreprises. Cette école s'inscrit dans l'affiliation de l'école classique. Il existe différentes théories qui ont permis la naissance de l'école néoclassique. On retient la théorie de Sloan et celle de Drucker. Cette école revisite les principes d'organisation et les tâches du manager moderne. Elle redéfinit les buts premiers d'une entreprise. Même si l'école néoclassique s'inscrit dans l'affiliation de l'école classique, elle s'en éloigne cependant car elle délaisse l'approche scientifique traditionnelle pour privilégier une démarche résolument empirique et pragmatique. Elle intègre aussi les apports des écoles suivantes, en particulier de l'école des relations humaines. On retient quelques définitions afin de comprendre qu'est-ce que l'empirisme et qu'est-ce que le pragmatisme. Par empirisme, c'est une méthode de production de connaissances à partir de l'observation, de l'expérience de situations et faits concrets. Il est possible d'induire des lois générales à partir de l'observation de cas particuliers. Le pragmatisme est une démarche qui considère que le critère de vérité ou de validité d'une idée ou d'une théorie est sa capacité d'action sur le réel avec efficacité. L'école néoclassique récuse les constructions théoriques trop abstraites et met en avant des principes simples d'action, aisés à mettre en œuvre et ayant fait leurs preuves. Ce n'est pas un hasard si les représentants de cette école sont essentiellement des praticiens de la gestion, des dirigeants d'entreprise et aussi des consultants. Il faut faire attention à ne pas confondre l'école néoclassique de la gestion avec l'école néoclassique en économie. Cette dernière, fondée au XIXe siècle dans le cadre de l'analyse microéconomique, étudie le comportement du producteur et du consommateur ainsi que les conditions d'un équilibre sur le marché. Sloan a été directeur général puis président de la General Motors de 1923 à 1956.
Ces principes d'organisation ont permis à General Motors de devenir rapidement la première firme automobile mondiale et se résume dans le principe de décentralisation avec contrôle coordonné, appelé aussi décentralisation coordonnée ou décentralisation contrôlée. Par décentralisation avec contrôle coordonné, on entend la centralisation de l'organisation classique en donnant une autonomie de décision aux principales unités ou départements d'une organisation. Elle laisse l'initiative au personnel proche du terrain pour résoudre des problèmes opérationnels. La direction générale peut ainsi, et c'est sa mission essentielle, de se consacrer pleinement aux questions de politique générale de l'entreprise, au premier rang desquelles figure la stratégie et sa planification. Dans la figure suivante, on a une représentation type de la structure divisionnelle décentralisée proposée par Sloan à l'époque. Donc, on peut remarquer qu'il y a différentes divisions, division 1, division 2 et division 3, qui font partie intégrante d'une organisation ou supportée par une direction hiérarchique. Mais on peut remarquer qu'il y a différents services qui sont rattachés à chaque division. Donc, ici, Sloan il préconise qu'il y a une fonction de direction qui est centralisée, qui est reliée à des fonctions générales, soit en finance, en recherche et développement, etc., mais qui font la coordination avec les différentes divisions dans les prises de décision. Le principe de décentralisation est particulièrement adapté aux grandes entreprises, diversifiées et donne lieu au modèle de la structure divisionnelle décentralisée, ou structure multidivisionnelle, ou encore structure de forme M. Les caractéristiques en sont les suivantes. L'entreprise est structurée en divisions, comme on l'a vu dans la figure, en business units, découpage par produit, par domaine d'activité stratégique, par zone géographique, etc. Et la direction alloue les ressources à chaque division sous forme de budget. Chaque division dispose d'une autonomie dans la gestion courante, pouvant aller jusqu'aux décisions d'investissement. Chaque division doit en contrepartie réaliser des objectifs avec au premier rang les impératifs de rentabilité. C'est la notion de centre de responsabilité ou centre de profit. La coordination de l'entreprise se fait par le contrôle de gestion qui s'appuie sur un système d'information automatisé et par des structures horizontales interdivisionnelles, comité de liaison ou comité de direction. Certaines fonctions jugées stratégiques ou sensibles peuvent rester centralisées et rattachées directement à la direction générale, parfois via un comité de spécialistes appelé staff ou état-major. On peut illustrer la décentralisation avec contrôle coordonné dans l'exemple suivant. Sloan restructura General Motors lorsqu'il en était vice-président en 5 divisions, chacune correspondant à une marque, Chevrolet, Oldsmobile, Oakland, qui deviendra Pontiac, Buick et Cadillac, plus 3 divisions de pièces détachées. Chaque division s'adressait à une clientèle précise et était autonome dans sa gestion, les dirigeants étant responsables selon Sloan et les résultats contrôlés une fois par année. Toutefois, certaines décisions et fonctions recherche, développement, finance, affaires juridiques restent centralisées, surtout dans le modèle de direction. Enfin, les méthodes de gestion, publicité, prévision des ventes, calcul des coûts étaient uniformisées pour toutes les divisions. Selon Sloan, le principe de décentralisation et la structure divisionnelle sont particulièrement bien adaptés à la grande entreprise. Ils permettent une meilleure réactivité des diverses composantes de l'entreprise, notamment vis-à-vis des clients et du marché. Ils favorisent l'implication et la motivation des collaborateurs en leur donnant autonomie et responsabilité. De plus, le dirigeant, via le contrôle de gestion et le reporting, connaît la situation des différentes divisions en temps réel. Il est libéré de la gestion opérationnelle et peut se consacrer aux problèmes les plus importants et aux opportunités de développement de son entreprise. Peter Drucker s'inspire des travaux de Sloan et se concentre à l'analyse de 3 éléments importants dans une organisation, qui sont les tâches du management moderne, la direction par objectif et le client avant le profit. Drucker, journaliste, puis consultant et enseignant universitaire, est incontestablement le chef de file des néoclassiques de la gestion. Ses écrits sont inspirés par les pratiques de management de Sloan à la General Motors. Il approuve la décentralisation contrôlée, puis d'autres grandes entreprises américaines, telles que ITT, General Electric, IBM, Sears, Roebuck. Drucker est un auteur
prolifique avec une quarantaine d'ouvrages et s'il faut en retenir un, ce sera le Management, Tasks, Responsibilities, Practices, publié pour la première fois en 1973 et qui le désigne comme le père du management moderne. Il faut retenir que Drucker réaffirme la position d'Henri Fayol. Le management, l'administration, disait Fayol, est la composante essentielle d'une organisation. Le management définit la mission d'une organisation et agence les ressources en vue d'obtenir les résultats visés. C'est une discipline à part entière avec ses problématiques, ses démarches, ses outils, mais qui révèle plus de la pratique de la science. Drucker énonce les 3 fonctions du management moderne, qui sont définir la mission et les buts de l'organisation, permettre le travail productif et l'accomplissement du travailleur, et troisièmement, gérer la responsabilité sociale de l'entreprise. Définir la mission et les buts de l'organisation. Dans le cas de l'entreprise, le but premier est clairement la recherche de la performance économique. Pour lui, permettre le travail productif et l'accomplissement du travailleur, c'est que la performance d'une organisation ou d'une entreprise se mesure aussi par l'épanouissement de son personnel. Et enfin, la gestion de la responsabilité sociale de l'entreprise et que l'entreprise fait partie de la société et doit être attentive aux impacts sociaux et environnementaux de son activité. Dans l'exercice des 3 fonctions du management moderne énoncées par Drucker, dont aucune ne prédomine sur les autres. Et en vue d'obtenir l'intégration des ressources dans un organisme viable en croissance, le travail du manager moderne doit se structurer autour de 5 tâches fondamentales qui revisitent le POC de Fayol, qui sont fixer les objectifs, organiser, motiver et communiquer, mesurer et former. Fixer les objectifs et que le manager détermine les objectifs, les communique aux salariés et explicite comment ceux-ci doivent les atteindre. Par organiser, il entend que le manager divise le travail en différentes unités et en tâches, les regroupe au sein d'une structure organisationnelle choisie et responsable. Motiver et communiquer est que le manager motive et mobilise à travers des équipes et communique avec ses subordonnés, ses supérieurs et ses collègues. Mesurer et que le manager fixe les normes de travail à atteindre, contrôle les résultats et les performances obtenues, les évalue et les diffuse à ses supérieurs et ses subordonnés. Et enfin, le fait de former et que le manager forme l'ensemble du personnel et se forme lui-même. Fixer des objectifs est pour Drucker la première des tâches du manager. Sloan et la General Motors l'inspirent pour proposer dès les années 1950 la direction par objectif, la DPO. Le terme de la DPO sera requalifié par Drucker en préconisant d'associer les individus à la définition des objectifs, ce qui deviendra la MPO, le management par objectif. C'est le deuxième point traité par Drucker dans l'école néoclassique. Le MPO consiste à ne plus donner des tâches aux individus, mais des objectifs qui déclinent en cascade de la stratégie de l'entreprise. Comme le résume Guélinier, à la pyramide des responsabilités, à l'organigramme se superpose la pyramide des objectifs. Cela permet de coordonner des actions individuelles tout en renforçant le principe de décentralisation. Responsables et autonomes, les individus peuvent alors s'autocontrôler facilement en comparant le résultat de leurs activités aux objectifs sous le regard de leurs supérieurs hiérarchiques. Selon Drucker, les objectifs incitent également les individus à vouloir les dépasser et à se dépasser, c'est-à-dire qu'ils sont source de motivation au travail. Donc c'est comme une forme de compétition dans une organisation qui incite les individus à vouloir dépasser les objectifs édictés. La MPO, le management par objectif, permet participation, responsabilisation, autocontrôle, satisfaction et motivation. C'est pour Drucker tout autant un outil qu'une philosophie du management des individus. Un bon objectif selon la DPO doit être spécifique, atteignable, mesurable, réaliste et temporel. Spécifique, c'est-à-dire adapté à l'activité et au contexte de l'individu, qui pourra le comprendre facilement, sans équivoque et simplement. Mesurable, sinon il sera impossible d'évaluer objectivement les résultats obtenus. Un bon objectif doit être atteignable, c'est-à-dire acceptable ou ambitieux. L'objectif est un défi qui doit être accepté par le travailleur, qui doit le motiver à faire un effort. Il doit être réaliste,
c'est-à-dire s'assurer que l'individu dispose des moyens nécessaires et d'un contexte adapté. Un bon objectif enfin doit être temporel, donc la réalisation de l'objectif est délimitée dans un temps ou dans le temps, avec éventuellement des étapes de révision. On peut donner comme exemple concret de la DPE dans une organisation l'entretien annuel, qui est devenu une pratique courante d'évaluation des salariés. Idéalement, le salarié et son responsable hiérarchique évaluent conjointement les résultats obtenus sur la base d'objectifs définis et négociés à l'avance. Cette évaluation détermine les propositions de rémunération, de formation et d'avancement faites aux salariés. Les objectifs pour l'année suivante et les moyens nécessaires sont à nouveau définis et négociés. On peut donner aussi un autre exemple très concret qui se fait dernièrement dans notre faculté ou dans notre établissement, qui est l'entretien annuel d'évaluation des étudiants inscrits en doctorat. Donc l'étudiant et son responsable de projet ou son responsable de thèse évaluent conjointement les résultats obtenus sur la base d'objectifs définis et négociés à l'avance. Donc cette évaluation détermine s'il y a des propositions de formation ou d'avancement faites aux étudiants. Donc il y a des objectifs pour l'année suivante aussi qui sont déterminés et les moyens qui sont nécessaires, les moyens nécessaires aux nouveaux défis sont négociés pour l'année prochaine. On va passer au troisième point analysé par Drucker, qui est le client avant le profit. Drucker contexte l'exigence d'un comportement de maximisation du profit, prôné notamment par la microéconomie. Considérer le profit comme le déterminant du comportement des dirigeants est pour lui une erreur. L'entreprise ne peut exister que si elle dispose d'un marché, autrement dit le client. Face aux mutations économiques, sociales, écologiques du monde moderne, face à un environnement qui change sans cesse, la survie de l'entreprise passe par la création, le maintien et le renouvellement de ses marchés. Il fait le même constat que Guérini, un autre théoricien, en récusant le bien fondé du comportement de maximisation du profit et en insistant sur l'importance de gérer le changement pour la survie de l'entreprise. Deux fonctions vont alors essentiellement dans l'entreprise. Pour lui, le marketing et l'innovation, c'est-à-dire des activités qui permettent de rechercher, de conserver et de développer des marchés, ainsi que d'anticiper les besoins des clients. Drucker considère que ces deux fonctions sont seules génératrices de valeur. Les autres, qui sont les ressources humaines, finances, production, etc., génèrent des coûts. Le profit ne doit pas être l'objectif premier d'une entreprise selon Drucker, sinon le manager perdra de vue les fonctions essentielles. Il doit être suffisant, minimal plutôt que maximal, pour couvrir le risque d'exploitation. C'est au final une conséquence du bon fonctionnement de l'entreprise et un test révélateur de la bonne performance du manager dans le domaine du marketing, de l'innovation et de sa capacité à rendre le travail productif. Le client avant le profit est un point qui fait partie intégrante du marketing, la matière de marketing. Selon Drucker, IBM est le meilleur exemple du pouvoir du marketing. Si IBM est devenue la première firme mondiale dans l'informatique après la Seconde Guerre mondiale, c'est parce que ses dirigeants qui n'avaient pas initialement les compétences techniques et scientifiques se sont posés des questions, ou se sont posés des bonnes questions. Qui est le client? Quelle valeur lui apporte-t-on? Quel est son comportement d'achat? Et quels sont ses besoins? Donc l'important ici, à travers cet exemple, c'est de comprendre que pour faire ou pour comprendre un élément, il est important de se poser des questions et pour faire ainsi une recherche appropriée. L'école néoclassique met l'accent sur des principes d'organisation, tels que la décentralisation avec autonomie et direction par objectif. Ces principes ont rencontré un grand succès et se sont largement diffusés dans les entreprises via les cabinets de conseil. Le management directif et autoritaire, ainsi que les structures très hiérarchisées, sont abandonnés, sans en revanche intégrer les apports de l'école des relations humaines et plus largement les dimensions psychologiques et sociologiques des individus. L'organisation a besoin d'une hiérarchie minimale pour bien fonctionner et les néoclassiques justifient le rôle et la position du manager, eux-mêmes au service de la fonction primordiale dans une organisation qui est le management. Sur le plan de la GRH, gestion des ressources humaines, l'école néoclassique met en avant la compétition et la motivation. Il faut motiver les individus en les responsabilisant, en leur donnant des objectifs à atteindre et en promouvant les meilleurs, généralement dans un esprit de compétition.
Il est cependant admis que ces principes ne sont pas universels mais spécifiques à la culture anglo-saxonne, notamment américaine. En outre, les conséquences de la mise sous tension psychologique des individus sont régulièrement dénoncées. Donc, à travers ces éléments que consistent là les apports de l'école néoclassique. L'école néoclassique récuse les constructions théoriques trop compliquées ou trop abstraites pour guider efficacement l'action du manager. Elle préconise des pratiques de management établies d'après l'observation des organisations, qui réussissent ou jugées excellentes, mais cette posture engendre un problème méthodologique majeur. Peut-on généraliser les résultats obtenus sur quelques études de cas et à un moment donné, d'autant que le monde des affaires est sans cesse changeant et imprévisible. Donc c'est là où résident les critiques de l'école néoclassique. Le cours d'aujourd'hui vient à sa fin. Je vous remercie pour votre attention durant ce cours en ligne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Juste, j'aimerais ajouter un autre point concernant un quiz et des devoirs qui vont être mis à votre disposition sur la plateforme. Concernant, ça va être des QCM et des mises en situation concernant les théories classiques qu'on a étudiées. Donc c'est la première partie qui va vous permettre aussi de vous rafraîchir la mémoire concernant tous les éléments qu'on a vus. Et aussi, ça va être un résumé à travers les réponses que vous allez faire. Donc, veuillez vérifier à chaque fois la mise à jour de la plateforme.